Vous semblez bloquer des paiements essentiels. Pourquoi? Non, bloquer des paiements essentiels, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il y a ce qu'on appelle des dépenses contraignantes. D'un point de vue du trésor public, il s'agit des rémunérations, des frais de fonctionnement. Le président de la République vous interpelle en plein Parlement. En disant quoi? Lors du discours sur l'état de la nation, il invite le ministre des Finances, le ministre du Budget et des Finances à faire en sorte que son programme des 100 jours soit financé comme auparavant. Bon, alors, puisque vous parlez de programme de 100 jours, laissez-moi vous préciser. Le cabinet du président de la République, pour le citer, Vital Kamerhe, parle de réalisation à 70%. Vous êtes donc prêt à décaissement supplémentaire maintenant? Non, il ne faut pas confondre. Quand on dit réalisation à 70%, il ne faut pas prendre le cas d'un projet isolé. Allons peut-être un peu plus dans les détails. La consommation est à l'arrêt, l'argent ne circule pas. Le ministre des Finances bloque même les crédits aux particuliers. Non, sur cela, il y a eu une correction de la part du directeur de cabinet, puisqu'on parle encore de lui. Allons dans le concret. L'argent ne circule pas. Que faire? Bon, voilà justement, ça c'est une bonne question. Mama, Simba yo, Benda, tuta mwana yongu sama, kuyawe, yo, pesa ma solo. Merci beaucoup. Passe d'armes au sommet de l'État entre la présidence de la République et le ministère des Finances. FCC face à cash ou politique face à économique? Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Christian. Vous semblez bloquer des paiements essentiels. Pourquoi? Non, bloquer des paiements essentiels, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il y a ce qu'on appelle des dépenses contraignantes. D'un point de vue du trésor public, il s'agit des rémunérations, des frais de fonctionnement, des rétrocessions aux provinces, des rétrocessions aux régies financières. Ces dépenses sont bel et bien payées, même si pour certaines, elles s'exécutent avec un certain décalage, mais elles sont bel et bien payées. La présidence de la République se plaint, notamment en ce qui concerne ses frais de fonctionnement, que tout n'est pas payé et accuse des mois de retard. Mais je crois que vous avez à vérifier tant au service du ministère des Finances, de la Banque centrale, tout ce qui concerne les rémunérations de la présidence sont bel et bien payées, y compris les frais de fonctionnement de tous les services de la présidence. D'ailleurs, souvent par procédure d'urgence. Le président de la République vous interpelle en plein Parlement. En disant quoi? Lors du discours sur l'état de la nation, il invite le ministre des Finances, le ministre du Budget et des Finances à faire en sorte que son programme des 100 jours soit financé comme auparavant. Bon, alors, puisque vous parlez de programme de 100 jours, laissez-moi vous préciser. Nous sommes gouvernement depuis le 6 septembre 2019. Le programme des 100 jours avait commencé au mois de janvier. Et quand nous prenons les rênes, en tout cas en ce qui me concerne au niveau du ministère des Finances, le b.a.-ba, en ce qui concerne les dépenses publiques, c'est de s'assurer pour des projets de telle envergure, c'est de s'assurer que les ressources qui avaient été déjà décaissées, et quand j'ai pris les fonctions du ministre des Finances, c'était déjà autour de 70% qui étaient déjà payés. Donc il fallait que je m'assure que le niveau d'exécution physique coïncide avec le niveau d'exécution financière avant que je puisse libérer d'autres paiements. Ce sont ce qu'on appelle des due diligence. Et donc, des missions ont été effectuées sur le terrain pour s'assurer que les niveaux d'exécution étaient assez avancés. Malheureusement, il s'avère que l'exécution physique était en deçà du niveau d'exécution financière. Donc, c'était tout à fait normal de demander qu'on puisse d'abord avancer. Les entreprises avancent d'abord avec les fonds elles ont reçus du Trésor public avant de commencer. Mais qu'à cela ne tienne, des paiements, depuis que je suis là, il y a un peu plus de 10 millions de dollars qui ont déjà été payés, aussi bien en ce qui concerne les travaux de saute-mouton que d'un certain nombre de tronçons routiers. Vous parlez de 70% de décaissement. Le directeur de cabinet du président de la République, pour le citer, Vital Kamerhe, parle de réalisation à 70%. Vous êtes donc prêt à décaissement supplémentaire maintenant? Non, il ne faut pas confondre. Quand on dit réalisation à 70%, il ne faut pas prendre le cas d'un projet isolé parmi une dizaine de projets pour dire que c'est ces pourcentages qui s'appliquent à tout le reste. Il faut prendre la moyenne de tous les projets financés aujourd'hui. La moyenne en termes d'exécution physique, c'est en deçà de 50%.
Celui qui est financé ou réalisé à 70%? Je crois qu'il doit faire allusion à ce qui est un verre-pompage. Pour celui-là, le gouvernement est prêt à intervenir. Oui, mais je crois que même le financement, en ce qui concerne cette partie de ce mouton, est complètement terminé aujourd'hui. Il reste quelques travaux d'assainissement qui ont fait l'objet d'une demande de paiement de la présidence, mais au même moment, le Fonds national d'entretien routier avait déjà décaissé. Donc c'est comme ça que je dis que le Trésor public ne pouvait plus décaisser dans la mesure où le Foner avait déjà payé pour les fonds d'assainissement. À quel niveau de réalisation sont les... Vital Kamerhe parle de 70% de réalisation sur le terrain, sur chantier. À quel niveau de réalisation avez-vous estimez-vous, vous, le taux de réalisation? En moyenne, c'est autour de 50%. Je dis en moyenne. Quand on dit moyenne de manière arithmétique, ça veut dire qu'il y en a qui sont autour de 30%, il y en a qui sont autour de 65-70%. Comment comprenez-vous ou expliquez-vous le fait que, selon toujours le directeur de cabinet, ces entreprises aujourd'hui qui ont réalisé ce que l'État lui demandait sont asphyxiées financièrement? Non, la problématique c'est que le ministère des Finances a posé la question à la plupart de ces entreprises de nous donner l'état financier en ce qui concerne spécifiquement l'exécution de ces projets. La plupart de ces entreprises ont fait la résistance. Heureusement que le Premier ministre s'est saisi du dossier. Elles ont commencé donc à déposer les rapports d'avancement aussi bien physique que financier au niveau de la primature. J'en ai discuté personnellement avec le président de la République à l'issue de la réunion du Conseil des ministres de vendredi passé pour qu'au courant de cette semaine, il y ait une réunion présidée par le chef du gouvernement et réunion à laquelle devrait prendre part la présidente, éventuellement représentée par les directeurs de cabinet, puisqu'apparemment il en connaît un peu plus, le vice-premier ministre en charge du budget, le vice-premier ministre en charge des travaux publics, ainsi que le ministre des Finances, pour définir une nouvelle feuille de route, de manière que ce qui reste à payer soit payé, mais qu'il y ait des glissières de sécurité pour permettre que les ressources soient bien utilisées et qu'on puisse terminer ces travaux. Les entreprises qui exécutent les travaux, qui attendent l'argent du ministère des Finances, refusent de donner les explications de ce qu'elles ont fait de cet argent au ministère des Finances? Tout à fait. Elles disent non, nous relevons du ministère des ITPR, mais c'est des confusions, parce que vous relevez du ministère des ITPR pour des aspects techniques. Pour des aspects financiers, c'est le ministère des Finances qui décaisse les ressources, donc elles ont des obligations de rendre compte des redditions des comptes vis-à-vis du ministère des Finances. Pourquoi, selon vous, cette réticence? Mais il faut leur poser la question. On vous reproche de ne payer qu'à ceux que vous voulez payer. Le directeur de cabinet sur Top Congo, dans l'émission Top Presse, souhaite une allocation concertée des ressources. Que lui répondez-vous? De ne payer que ce que je vais payer. Je vous ai dit, Christian, que jusque-là, le ministère des Finances s'attelle au regard de la précarité des ressources, parce qu'il faut dire que chaque mois, le Trésor public enregistre autour de 600 milliards de francs congolais, contre des dépenses globales mensuelles de 760 milliards de francs congolais. En déficit permanent. Donc il y a un déficit structurel de 160 milliards de francs congolais. 10 millions de dollars. Environ. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devons d'abord faire face aux dépenses contraignantes, indispensables, que sont les rémunérations, les fonctionnements, les rétrocessions aux régies et aux provinces, même si pour les provinces ça a accusé quelques retards. Et ensuite, il faut maintenant faire face à des dépenses que je qualifie d'impératives. Le gouvernement a pris des engagements avec des sociétés qui ont fourni des bus pour Transco, qui ont fourni des tracteurs, donc il faut payer cela. Je ne sais pas de quoi il est question quand on dit que je ne paye que ce que je veux payer. Non, je paye les dépenses contraignantes et pour le reste, on voit selon les priorités définies par le gouvernement. Je fais la politique du gouvernement. Allons peut-être un peu plus dans les détails. La consommation est à l'arrêt, l'argent ne circule pas. Le ministre des Finances bloque même les crédits aux particuliers. Non. Sur cela, il y a eu une correction de la part du directeur de cabinet, puisqu'on parle encore de lui. Allons dans le concret. L'argent ne circule pas. Que faire? Bon, voilà justement, ça c'est une bonne question, mais puisque vous avez également évoqué la problématique de crédit à l'économie. Le crédit à l'économie, l'économie est composée du secteur public et du secteur privé. Puisque vous avez parlé du directeur de cabinet qui a fait une déclaration sur Radio France Internationale,
Et la même information a été relayée, je crois, quand vous l'avez reçue lors d'une émission le samedi. Je veux repréciser une fois pour toutes pour que je crois les malentendus qu'il y a entre lui et moi soient dissipés. Christian, il faut comprendre que conformément à l'article 93 de notre Constitution, le ministre est chef de son département. Il applique la politique du gouvernement sous la conduite du Premier ministre. Voyez-vous, ce n'est pas sous la conduite du directeur de cabinet. Deuxièmement, parmi les prérogatives dévolues au ministère des Finances, il y a la politique de l'endettement, la gestion de la politique de l'endettement. Et le constituant pour doter le ministère des Finances d'assez de compétences techniques pour faire ce travail a mis à sa disposition sous sa tutelle ce qu'on appelle la Direction générale de la dette publique. Publique tout court parce qu'il s'agit de la dette intérieure et extérieure. L'ODEP. Ce qui était OGDEP, aujourd'hui c'est la DGDP. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes aujourd'hui en programme avec le Fonds monétaire, après qu'on ait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPT, pays pauvres, très endettés, encore une fois de plus, la problématique toujours d'endettement, en 2010, qui avait permis à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'effacement d'environ 12 milliards sur un stock de 13 milliards de sa dette extérieure. Et donc, aujourd'hui, le Fonds monétaire dit qu'il faut limiter les niveaux d'endettement pour que ça soit compatible avec les niveaux de notre PIB. Qu'est-ce qui se passe? L'une des sources d'endettement, ce sont les services publics, les entités publiques, les entreprises publiques. Et donc, en tant que ministre des Finances, j'ai, dans mes prérogatives constitutionnelles, la politique de l'endettement, j'ai adressé un courrier à l'Association congolaise des banques, pas pour interdire des crédits au secteur public, mais je dis, avant d'octroyer des crédits, il faut se référer au quitus préalable du ministère des Finances. Mais pourquoi cela? C'est justement pour permettre que la DGDP analyse aussi bien la viabilité que la soutenabilité de la dette de chaque entité qui sollicite un crédit. C'est juste pour permettre, premièrement, d'éviter un surcroît d'endettement sur l'État. Deuxièmement, d'empêcher la plupart de ces dettes de mettre en mal certaines banques commerciales qui sont aujourd'hui en difficulté après avoir octroyé des crédits importants à certaines entités publiques. Alors, dire que l'argent ne circule pas, vous savez, j'ai toujours structuré l'économie dans trois pôles. Il y a le pôle production, il y a le pôle distribution ou commercialisation, il y a le pôle consommation. Et tout cela est mesuré. Il y a des statistiques qui existent au niveau aussi bien du ministère de plan que de la Banque centrale. Allez voir si la production est en recul. Je ne pense pas. Allez voir si la distribution, pourquoi il y a toujours des avions qui fréquentent la RDC, des cargos qui fréquentent la RDC, la distribution est-elle en recul? Je ne pense pas. Moins encore la consommation, parce que si on parle d'un frémissement sur le marché intérieur en ce qui concerne la hausse des prix, c'est que la consommation est là. Dire qu'il n'y a pas de circulation d'argent, oui, certainement pour, disons, certaines entités, certaines personnes qui dépendaient strictement de l'État, mais bon, pour le reste, je crois que l'économie tourne. Vous niez une dette intérieure de l'État vis-à-vis de certains particuliers? Non, pas du tout. J'ai seulement dit... Qui n'est pas payé? Non, la problématique de la dette intérieure, vous le savez, je suis arrivé au gouvernement, ça fait 5 mois. Mais bien avant moi, déjà, la dette intérieure ne faisait pas l'objet de paiement. C'est d'ailleurs moi qui ai discuté personnellement avec le Premier ministre pour dire que dans le cadre du budget de l'exercice 2020, les secteurs privés étant les secteurs porteurs de croissance, il faut bien qu'on arrive à satisfaire les engagements de l'État vis-à-vis de ces secteurs privés au travers du règlement de la dette intérieure. Donc tout va bien sous le soleil, on va avoir un programme avec le FMI, il n'y a pas péril en la demeure. Tout va bien, non. Disons que le pays fait face toujours à des défis. C'est tous les pays du monde, chacun à son rythme. Mais nous avons déjà franchi un premier pas depuis le 16 décembre de l'année passée, parce que le programme de référence qui doit prendre 6 mois jusqu'au mois de mai a été approuvé par le conseil d'administration du Fonds monétaire et la Banque du Fonds monétaire international à Washington, ce qui a permis à la RDC de disposer directement d'un montant de 368 millions pour appuyer les réserves internationales. Aujourd'hui, nous devons respecter les critères. Je crois que pour fin décembre, on a respecté. Et nous sommes, en tout cas, engagés résolument en tant que gouvernement
J'étais au cours de la réunion du Conseil des ministres de vendredi, j'ai vu l'engagement du chef de l'État et du Premier ministre pour que nous puissions aller dans le sens de la conclusion d'un programme formel triennal autour du mois de juin ou juillet. Donc je crois que la République démocratique du Congo doit rester optimiste, même s'il faut serrer un peu la ceinture, comme on l'a dit, mais bon, je pense qu'on a l'obligation d'y parvenir. Et les défis, les enjeux sont énormes, a dit à Top Congo FM le professeur Nchuzabié, que vous devez connaître. Mais est-ce que vous pensez arriver jusqu'au bout dans cette animosité ambiante affichée? Bon, écoutez, d'abord de nature, je suis très optimiste. Et je crois au bien fondé de la politique que je suis en train de mener. On vous laissera la mener jusqu'au bout? Qui va me laisser mener? D'autant plus que je vous ai dit que le chef de l'État, c'est lui qui a demandé que le Fonds monétaire puisse conclure un programme formel avec la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le ministre des Finances. En tant que ministre des Finances, j'exécute la politique gouvernementale sous la conduite du Premier ministre. Le chef de l'État a dit au Premier ministre, il faut conclure un programme. Le Premier ministre me dit, il faut piloter ces programmes. Et c'est l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé pour piloter ces programmes. L'animosité, oui, c'est un problème peut-être de quelques malentendus autour certainement des dépenses. Mais ce qu'il ne faut pas non plus oublier, Christian, c'est que lors de son discours à la nation, devant le Congrès, le chef de l'État a dit que la priorité nationale doit être la mobilisation des recettes. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous mobiliser autour des recettes que seulement autour des dépenses publiques? Mobilisons-nous également autour des recettes, parce que c'est ça la priorité nationale décrétée par le président de la République. Je vais vous poser dans quelques instants une question sur le budget, mais de ce programme avec le FMI, les retombées seront heureuses qu'à partir de mi-juin. Entre-temps, à quoi doivent s'attendre les Congolais dans les 5-6 prochains mois? Non, mais naturellement... Plus de restrictions, plus de rigueur. Récession, c'est une notion qui implique, comme je venais d'expliquer un peu tout à l'heure là, les reculs de l'activité, Le franc congolais à 2000, 2500? Non, pas du tout. Nous sommes en train, c'est vrai qu'il y a eu un petit frémissement sur le marché de change et sur les marchés des biens et services, mais le gouvernement est en train de s'atteler pour contrôler ces petits frémissements. La dépréciation n'a pas dépassé 1%, donc nous sommes en train de contrôler. Mais pour revenir aux retombées, vous savez, au même moment que nous sommes en train de travailler avec le Fonds monétaire sur le programme, le pays est en discussion avec la Banque mondiale pour conclure un projet de 1 milliard pour financer l'éducation. C'est pratiquement un appui budgétaire orienté vers l'éducation. Au même moment, le pays discute également avec la Banque mondiale toujours pour conclure, cette fois-là, un appui budgétaire pur qui viendrait en appui au budget de l'État pour 1 milliard de dollars également. Au même moment, et pour terminer, nous sommes également en discussion avec la Banque africaine de développement pour une enveloppe d'autour de 500 millions de dollars. Donc il y a beaucoup de retombées. Mais le problème, c'est pas seulement ces retombées. Le problème, c'est beaucoup plus, ou disons l'avantage, c'est la réorientation des dépenses. Parce que, in fine, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que les ressources que le pays glane soient orientées vers les dépenses productives, que sont les routes, les centres de santé, les écoles. Je l'ai dit samedi, je crois, lorsque j'étais reçu par mes anciens collègues du BCECO, ce dont le pays a besoin, ce n'est pas de financer davantage la consommation, c'est de financer les investissements. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions attirer les investisseurs, il faut qu'on puisse produire, ce que j'ai dit, des externalités positives. Ça veut dire quoi? Avoir des bonnes routes, avoir de l'eau, de l'électricité, une main-d'œuvre bien formée. Et donc, l'avantage du programme, c'est que peu à peu, ça va nous réorienter vers un autre paradigme en termes de financement du développement au pays. C'était ma question aussi, à quoi doivent s'attendre les Congolais pendant les 5-6 prochains mois? Ça va être plus difficile? Mais je crois qu'on a déjà franchi un cap. Les derniers trimestres de l'exercice 2019, c'est vrai, quelques difficultés. Vous avez vu beaucoup de manifestations au niveau du ministère des Finances. Mais je crois que, en ce qui concerne, comme je vous l'ai dit, les dépenses contraignantes, aucun Congolais ne sera mécontent parce qu'il n'a pas perçu son salaire. Pour le mois de janvier, le salaire est déjà en train d'être décaissé. Depuis la semaine passée, on est en train de les payer. Les rétrocessions aux régies financières, je les ai déjà payées. Donc, depuis la semaine passée, je crois que c'est question de quelques jours au niveau de la Banque centrale. Ça devrait être dans leur compte.
Donc sur les fondamentaux, je dis bien sur les fondamentaux, il n'y aura pas de problème. Mais maintenant sur les dépenses des prestiges, dépenses des consommations extravagantes, certainement que ceux qui sont bénéficiaires de ces types de dépenses devraient serrer un peu de ceinture. 11 milliards de budget, vous y croyez? Mais j'y crois. Il faudra mobiliser environ 1 milliard par mois. Nous sommes fin janvier. Le milliard n'a pas été mobilisé, donc objectif 1,5 milliard par mois sur le reste de l'année. Bon, Christian, il faut d'abord préciser une chose. Le budget, c'est la vision politique d'un gouvernement, d'un État. Ces budgets, c'est un budget volontariste pour dire que oui, nous pouvons. Parce que si l'année passée, en termes taux de pression fiscale, la pression fiscale, c'est l'ensemble des prélèvements opérés par l'État pendant une période donnée, disons sur 12 mois, sur le PIB. Nous, on est à autour de 9-10%, alors que la moyenne au niveau de l'Afrique subsaharienne situe autour de 20%. On estime qu'avec une approche holistique, pas seulement voir les régies financières, mais essayer de reculer un peu les frontières de la fraude fiscale, la fraude douanière au niveau de postes frontaliers. Et là, il faut d'ailleurs dire que c'est l'un des chevals de bataille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a demandé qu'une mission gouvernementale puisse faire la ronde au niveau des postes frontaliers pour s'assurer de la pertinence de la collecte des recettes douanières. Nous allons faire cette mission, je crois, sous la conduite du vice-premier ministre en charge du budget. Et donc, peu à peu, on peut remonter la pente pour aller et converger vers cette ambition du gouvernement. À 8 milliards de budget, on est arrivé à l'accomplir ou à le réaliser qu'à 50%. À 11 milliards, à la fin de l'année, on l'aura réalisé à combien de pourcents? Nous sommes encore au début de l'année. Je reste confiant et... Vos projections? Nos projections, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on atteigne les 1 milliard. Donc aujourd'hui, je peux dire que il y a un certain nombre de mesures fiscales qui étaient déjà prises pour le budget 2020, notamment en ce qui concerne la TVA, parce qu'il y avait une mesure fiscale qui faisait que les gros consommateurs, notamment les miniers, achetaient en franchise de la TVA. Cette mesure a été levée, donc tout le monde doit payer la TVA, quitte à ce qu'on puisse rembourser la partie remboursable après. Au niveau de la DGI, on peut dire que c'est plus ou moins sous contrôle, mais maintenant, nous devons nous atteler au niveau des douanes, mais également au niveau de la DGRAD, qui implique tous les ministères sectoriels. Et là, je peux vous dire que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a demandé d'ailleurs qu'il y ait soit une réunion spéciale du Conseil des ministres, soit un mini-séminaire gouvernemental pour appréhender les vrais enjeux autour de la mobilisation des recettes. 11 milliards de budget, je reviens à ma question, j'insiste. Réalisé à la fin de l'année à 30%, 20%, 50, 60%. On est optimiste, il faut que ça soit l'idéal, c'est qu'on soit à plus de 80% et nous sommes en train de travailler pour converger vers cette ambition. Monsieur Sélé Yagouli, merci beaucoup, vous êtes le ministre des Finances. Le président a dit à Londres qu'on poussait certains ministres à saper sa politique. Êtes-vous de cela? Je ne crois pas. Le président de la République, il a demandé que le Fonds monétaire vienne. Je l'ai accompagné à Washington lors de ces discussions préliminaires avec le Fonds monétaire. C'est d'ailleurs moi qui ai préparé cette mission et je l'ai accompagné aussi bien au Fonds monétaire qu'à la Banque mondiale parce que ça rentre dans mes prérogatives. Il a demandé qu'un certain nombre de dépenses soient exécutées en faveur des opérations militaires à l'Est, en faveur de dépenses contraignantes, comme je l'ai dit, la santé, la gratuité de l'éducation, il faut le dire. J'ai commencé à financer la gratuité de l'éducation depuis le mois de septembre, le tout premier mois quand j'ai pris les fonctions comme ministre des Finances. Je ne pense pas, mais bon, je ne saurais pas expliquer la pensée du chef de l'État quand il a tenu ses propos. Mama, Simba yo, Benda, tuta mwana yo, nguzama, kuya we, yo, pesa masolo. Merci beaucoup.